Sylvain Cassadoche, bonjour. Bonjour. On est le 23 janvier, on peut encore se souhaiter la bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2024 qui commence d'une manière assez particulière pour vous cette année. Oui, merci beaucoup pour vos vœux. Je souhaite également à tous vos auditeurs et à vous-même et à Moselle Télé la meilleure année possible, plus belle année 2024 qu'on peut espérer. Donc c'est vrai que c'est une année qui commence bien puisque avec cette annonce du fait que je vais porter la flamme. C'est vrai que c'est une année qui commence bien. C'est ce qui nous réunit 185 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Avant ça, en Moselle et surtout à Metz, le 27 juin, il y aura ce passage de la flamme olympique. Vous allez être 4 à porter la flamme. Alors vous, Sarah Bouktit, pivot de Metz Handball, Marie-Jo Brunet, présidente de Metz Gym, et Jean-Marie Donatello, président et fondateur depuis 98 du club handisport de Moulins-les-Metz. Justement, racontez-nous un peu les coulisses de cette annonce. Comment est-ce qu'on vous l'a annoncé? En fait, j'en profite pour remercier donc la ville de Metz, puisque c'est à travers son adjoint au sport, Monsieur Guy Reiss, qui m'avait appelé fin d'année 2023, là, au mois de décembre, en me disant que la ville allait choisir des porteurs de flammes. Je n'avais pas eu beaucoup plus de détails. Il m'avait demandé si, sur le principe, j'étais OK. Donc, évidemment que j'ai pas réfléchi 2 secondes pour lui donner mon accord. Ça se refuse pas, ça, en général. Voilà, ça se refuse pas. Et puis ensuite, ça a été un processus assez mystérieux et assez confidentiel, puisque je n'ai plus de nouvelles jusqu'à il y a quelques jours, où en effet, il m'a annoncé un peu officiellement que j'avais été choisi. Je pense que ensuite, la ville de Metz a dû transmettre au COJO à Paris, au comité d'organisation, les différentes candidatures. Ça a été certainement un peu supervisé et puis sélectionné. Donc voilà, je suis très heureux finalement de faire partie de cette petite sélection de la ville de Metz. Et qu'est-ce qui prédomine comme sentiment à ce moment-là? De la fierté, un honneur, et puis encore une fois des remerciements pour ceux qui ont pensé que j'étais digne de porter cette flamme. Donc j'ai hâte d'y être maintenant, parce que c'est vrai que jusqu'au mois de juin, on se disait tout à l'heure que le temps passait vite, mais j'espère qu'en effet, il passera vite jusqu'à cette journée. Les Jeux Olympiques, évidemment, ce sont un événement, en tout cas, c'est un événement qu'on le note sur le calendrier. Quel est votre rapport avec les Jeux Olympiques? En fait, ça sera une petite revanche pour tout vous dire, parce que quand j'étais joueur de foot, j'ai eu quelques sélections olympiques. Et en fait, j'avais disputé les éliminatoires pour les Jeux de Séoul en 88. Donc on avait fait une campagne en 87 qui s'était pas très bien passée. On était dans un groupe très compliqué à l'époque avec l'Espagne, la Hongrie. J'ai révisé un peu, parce que c'est vrai que depuis que je sais que je porte cette flamme, ça m'a permis de plonger dans les archives. C'est loin, mais en même temps, les souvenirs remontent. Et c'est vrai qu'on était dans un groupe compliqué, je vous le disais, avec l'Espagne, la Hongrie, l'Air, etc. Donc, on s'était pas qualifié. Et donc, j'ai failli faire ces Jeux Olympiques en 88 à Séoul, mais finalement, on a échoué en éliminatoire. Et donc, je suis resté à la maison. Donc, c'est une forme de petite revanche, mais dans le bon sens, puisque ça me permettra quand même de toucher un petit peu du doigt cet événement extraordinaire, en fait. Il y a de l'impatience jusqu'au 27 juin prochain? Oui, il y a une impatience, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va nous donner des éléments, à la fois, évidemment, le jour, on le connaît, mais je connais toujours pas l'endroit où je vais porter cette flamme, donc ça va se préciser au fur et à mesure. Est-ce que ce sera le matin, l'après-midi, voilà, et puis comment ça va se passer vraiment? J'ai hâte de savoir. Donc, je crois que tous les mois, il va y avoir des précisions. C'est quelque chose qui est bien organisé. Donc je vais attendre ça en effet avec impatience. On va rester attentif, vous l'avez mentionné, vous étiez joueur professionnel notamment du côté du FC Metz. On va revenir un petit peu sur cette saison du FC Metz. Après 18 journées, les Grenats sont 15e au classement de Ligue 1, 4 victoires, 4 nuls, 10 défaites. Comment est-ce que on peut juger cette première partie de saison des Grenats? En fait, j'ai regardé ça également depuis le début de saison. Il fonctionne par cycle en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près des cycles de 5 matchs où à la fois ça marchait bien, où il y avait des victoires et des nuls, et puis des passages plus compliqués avec des défaites. Donc là, ils sont dans ce cycle à nouveau de moins bons résultats et de défaites, mais bon, la place de 15e aujourd'hui est quand même synonyme de maintien. Donc si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, le FC Metz serait toujours en Ligue 1 l'année prochaine. Donc voilà, on a conscience qu'il y a évidemment des progrès à faire et que la route va être à la fois compliquée et longue jusqu'à la fin de la saison, mais je pense qu'avec le matelas de points obtenus et puis le fait que d'autres équipes soient également en difficulté, je pense que ça peut permettre au FC Metz de se maintenir, ce qui serait une très très belle performance parce qu'aujourd'hui la concurrence elle est sévère. On est au Stade Saint-Symphorien, c'est un lieu emblématique surtout pour les Grenats qui à domicile ont du mal cette saison. Comment est-ce que vous pouvez comment on peut considérer justement cette contre-performance à domicile depuis le début de la saison? Je crois que c'est la difficulté à conduire le jeu et puis à donner une vraie impulsion offensive, mais je pense que la volonté est là. Après, c'est la traduction sur le terrain et puis de mettre
mettre ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a pour toutes les équipes là qui sont en difficulté, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on gagne pas à domicile, en effet, ça complique évidemment la situation. Les points sont compliqués à prendre. Heureusement, il y a eu de très belles victoires à l'extérieur. Après, je crois que de nos jours, est-ce qu'on doit mettre l'accent sur les matchs à domicile ou à l'extérieur? Je sais pas. C'est beaucoup moins vrai. C'était très vrai il y a longtemps, notamment quand je jouais. C'est vrai qu'on avait vraiment cet impératif de gagner à domicile. Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai. Je pense que les joueurs, voilà, sont presque aussi à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Il y a d'ailleurs aussi globalement beaucoup moins d'animosité quand les joueurs disputent des matchs à l'extérieur. Ça joue aussi. Les contextes à l'époque étaient beaucoup plus compliqués quand on se déplaçait. Aujourd'hui, ça s'est normalisé, c'est une bonne chose. Donc, je pense que les équipes partent souvent à égalité à domicile ou à l'extérieur, et donc je pense pas qu'il faille mettre forcément beaucoup l'accent sur ces défaites à domicile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça crée une frustration pour les supporters et pour tous qui allent au stade. Donc c'est sûr que ça, s'ils peuvent le régler, ça serait mieux. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce public justement depuis l'année dernière. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une cohésion qui est revenue au goût du jour avec ces supporters-là. Oui, avec la magnifique saison en Ligue 2, forcément, ça a créé un engouement énorme. C'est vrai qu'il y a un renouvellement de public aussi, parce que c'est vrai que beaucoup restaient encore sur les années 90 avec ces faits d'armes de l'époque, mais je pense que les belles victoires et les belles semaines de l'année dernière, notamment aussi l'éclosion de Mikko Tadze avec cette figure de proue qui a réussi à mobiliser le public et les plus jeunes. Je pense que tout ça, en effet, ça donne un regain à la fois d'intérêt, mais surtout un renouvellement pour les supporters du club, et c'est vraiment très important pour la suite. Mikko Tadze qui est revenu cet hiver, qui était parti cet été à l'Ajax, qui est revenu cet hiver, c'est évidemment une bonne nouvelle quand on est dans le public. Ça peut être une belle histoire, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il avait marqué en très peu de temps, finalement, son passage en équipe première. Il a eu 6 mois très compliqués à l'Ajax. C'est vrai qu'on se remet quand même difficilement, et en tout cas très rapidement, d'un tel mauvais passage. Donc à lui de retrouver très vite ses sensations. Je pense que le retour, évidemment, va lui faciliter les choses, puisqu'il a des repères à la fois avec ses coéquipiers et puis au niveau des infrastructures. Donc je pense que, en tout cas, c'était la meilleure recrue possible. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par des buts et puis par le fait qu'il puisse emmener l'équipe vers le maintien? Je le souhaite, mais ça reste une interrogation. Un mot sur cette Ligue 1 qui n'est plus la même qu'il y a quelques années. Elle a pas mal changé, d'autant que maintenant on est repassé là à ce 18 clubs. Comment est-ce que vous jugez le niveau de la Ligue 1 actuellement? Le niveau est bon. D'ailleurs, je me fie au témoignage de l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui en a vu d'autres, et qui juge justement le niveau de la Ligue 1 comme un bon championnat. Donc je pense qu'on peut suivre ce témoignage-là. J'ai cette impression-là aussi. Il y a un nivellement, mais il y a aussi une concurrence, comme vous l'avez dit, exacerbée, puisqu'il n'y a plus que 18 clubs, et donc ça va forcément compliquer pour des clubs de moindre standing la pérennité en Ligue 1. Mais je crois qu'en même temps, il faut pas non plus en faire un problème trop dramatique, parce que justement, le fait que ça réduise la Ligue 1 et qu'en Ligue 2, il y ait des bons clubs à vocation Ligue 1 dans cette division montre que le championnat de Ligue 2 peut être à l'avenir un très bon championnat. C'est une des volontés de la Ligue de football professionnel aussi, de faire que la Ligue 2 devienne attractive et qu'il y ait aussi un bon championnat et de bonnes équipes. Donc, je pense que c'est en route. Donc, Ligue 1, Ligue 2, voilà, en fonction des réussites sportives, je pense qu'il faut pas en faire une obsession absolue, même si au niveau économique, évidemment, et je pense à Bernard Serin, le président, évidemment que ça change tout quand même au niveau des budgets en étant en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue 2, mais voilà, c'est le sport et c'est l'incertitude du sport, et je vous dis, la Ligue 2 devient aussi un bon championnat. Et pour faire le parallèle, qu'est-ce qui manque à ce FC Metz-là pour rester en Ligue 1, pour pouvoir enfin prétendre à devenir un club qui reste dans l'élite? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est prépondérant, c'est les moyens, c'est le budget. Donc Bernard Serin se bagarre pour justement augmenter d'année en année ce budget. On pouvait rivaliser il y a 20 ou 30 ans parce que c'est vrai que la différence de budget entre les équipes était moindre. Donc on pouvait rivaliser. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce que en moyenne, quand on reprend les 5-10 dernières années, ceux qui ont des résultats sont quand même ceux qui ont les plus gros budgets. Donc il y a une permanence devant de ces clubs-là. Maintenant, je vous dis, il peut en ayant des ressources supplémentaires et en travaillant bien,
rivaliser et puis rester pérenniser le club en Ligue 1, ce que je souhaite. Parce qu'on voit qu'il y a des clubs quand même qui se démarquent. On pense notamment à Lens qui est revenu, qui était descendu en Ligue 2, qui est revenu très rapidement et qui aujourd'hui côtoie l'Europe avec la Ligue des Champions. D'autres clubs comme Reims, Brest qui ont passé un cap, on l'a senti cette année avec de très bonnes performances. Brest qui est 3e et qui fait un début de saison historique. Metz peut prétendre à ce genre de performance? Bien sûr, Metz peut prétendre, mais sur la longueur, encore une fois, c'est compliqué. Donc il y a des bonnes surprises toutes les années, heureusement, parce qu'il reste quand même cette incertitude du sport. Donc il y a des équipes qui créent la surprise. Après, est-ce que ça dure? L'histoire jusque-là montre que non ces derniers temps. Il y a des équipes qui ont fait de belles saisons et qui ensuite ont eu des difficultés, celles qui n'avaient pas, je vous dis, les budgets pour concurrencer les plus grosses armadas. Mais Metz est tout à fait capable, en effet, en faisant monter les jeunes de qualité dans l'équipe et puis en recrutant quelques tauliers comme c'est le cas cette année. Je pense que ça peut en effet, en gardant une stabilité, c'est aussi un des souhaits, je crois, de la direction à la fois technique et puis du club, de garder une stabilité et d'améliorer progressivement l'équipe. Donc c'est un exercice difficile. Tout le monde essaye de trouver cette recette et cette formule, mais bon, je pense qu'encore une fois cette année on n'a pas à rougir. On peut être fier du FC Metz et je vous dis la concurrence est tellement rude qu'il faut savoir aussi apprécier cette saison en Ligue 1. On a parlé du FC Metz, de la Ligue 1. On va élargir un peu les horizons et parler du football de manière générale. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de bons événements qui arrivent en dehors des terrains. On pense notamment à ces histoires de racisme, comme dernièrement avec Mike Maignan, les débordements qu'il y a pu avoir depuis le retour du Covid, notamment au niveau des supporters, les jets de bouteilles, les incidents qu'il y a eu entre Lyon et Marseille, par exemple, cette année. Il y a l'homophobie aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent, malheureusement, dans le foot. Oui, mais je crois qu'il y a une prise de conscience, à la fois des dirigeants, du sport et du football. Je pense qu'il y a des instruments aujourd'hui et des outils et des moyens de sanctionner les auteurs de ces déviances-là. Donc il y a une vraie prise de conscience. Le monde politique aussi, évidemment, est très mobilisé sur ces sujets-là et c'est une bonne chose. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on est à un stade un peu intermédiaire où les dirigeants ont pris conscience de ces choses-là, ont envie évidemment d'éradiquer ces mauvais comportements, mais ça prend du temps, c'est pas simple. Il n'y a pas que l'arsenal répressif, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en prévention. Là encore, il y a des choses qui se font, peut-être pas assez. La fédération est mobilisée, la Ligue de football professionnel est mobilisée, le ministère est mobilisé également. Donc je crois qu'il y a des discussions, des réunions qui se tiennent avec les pouvoirs publics aussi pour justement essayer de trouver les moyens d'éradiquer ces mauvais comportements. Mais c'est compliqué parce que dans un stade de 50-60 000 personnes, il est quand même compliqué de pouvoir contrôler et éviter il y ait quelques individus ou une dizaine ou une centaine de mauvais individus qui dérapent. C'est compliqué de tout contrôler. Mais je pense qu'encore une fois, soyons optimistes. Je pense qu'il y a une prise de conscience et donc les choses vont se régler. Même s'il y aura toujours de temps en temps. C'est tellement populaire et c'est une vitrine tellement presque à la portée de tout le monde que forcément on ne pourra pas éviter qu'il y ait de temps en temps des incidents. Et justement, au niveau de ces incidents, on sent qu'il y a plusieurs points de vue qui vont être confrontés. Il manque cette décision radicale à un moment donné de se dire, ah là, il nous faut un premier cas où la Ligue peut-être va sévir, même d'autres instances, la politique aussi. Malheureusement, ce premier club sera le premier à être puni. On le voit, et certains clubs, on pense à Lyon, Marseille, quand il y a les incidents, dire avant, ça n'a jamais été le cas, pourquoi nous maintenant? C'est ce qui manque aujourd'hui, cette vraie première décision vis-à-vis de ça? Ouais, après, je suis un peu partagé sur les punitions collectives. Je suis, moi, plutôt pour aller chercher et identifier les individus qui se sont mal comportés, de les punir, eux, par contre, extrêmement sévèrement, comme le font d'ailleurs dans d'autres pays les responsables politiques ou les dirigeants des fédérations et des ligues. Parce que faire peser, encore une fois, sur un club, par des sanctions de points ou pécuniaires, pour des mauvais comportements individuels, voilà, je trouve que c'est un peu dur. Maintenant, si c'est le seul moyen, en effet, de faire prendre conscience à ces individus-là que leur comportement pèsera sur l'avenir de leur club, il faut l'essayer. Mais je suis pas sûr. Je pense que
la meilleure solution, c'est quand même d'aller chercher. Aujourd'hui, je pense que les moyens, notamment vidéo dans les stades, peuvent permettre justement d'aller chercher les individus qui se comportent mal. Et ceux-là, par contre, il faut en effet les interdire de stade et augmenter, les possibilités de répression sur ces interdictions de stade, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'État français a limité ces interdictions. Donc, je pense qu'il y a une volonté aussi de la part des pouvoirs publics d'alourdir l'arsenal répressif, mais ça prend du temps et il faut trouver quand même la bonne méthode. Donc tous ces moyens, en effet, à la fois faire peser sur les clubs malgré tout des hypothèses de sanctions, mais aussi surtout aller chercher les responsabilités individuelles. Je pense que ça devrait permettre de nettoyer les stades et puis d'éviter qu'il y ait ces déviances-là qui sont en effet insupportables. Il y a des déviances dans les tribunes aussi, des déviances parfois sur le terrain. Cela, comment est-ce qu'on peut envisager de les punir? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins quand même. Encore une fois, moi je viens d'une époque où les joueurs étaient beaucoup moins protégés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, le fait qu'il y ait des caméras partout sur le terrain, autour du terrain plutôt, oblige les joueurs et les arbitres, puisque ce sont les deux principaux concernés par ces mauvais comportements éventuels, à faire très attention et puis à faire en sorte que les choses se passent bien. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, que ça va de mieux en mieux à ce niveau-là. Les arbitres, d'ailleurs, font de leur côté d'énormes efforts pour justement être dans un esprit à la fois de coopération, d'ouverture, de discussion, et puis essayer d'expliquer ce qui se passe, en tout cas, expliquer leurs décisions. Et j'ai l'impression que du côté des joueurs, il y a aussi ce respect qui se met en place. Je vous dis, j'ai pas en mémoire de graves incidents de bagarre générale ou de graves incidents entre joueurs ces dernières années, parce qu'encore une fois, tout ce qui est autour aujourd'hui permet d'améliorer ce respect entre les différents acteurs. Merci d'avoir pris le temps avec nous de parler de tous ces sujets. On vous souhaite évidemment une bonne année, de tenir vos résolutions, s'il y en a, on ne sait pas, j'ai pas posé la question s'il y a des résolutions pour cette année. Écoutez, j'avais l'impression en 2023 d'avoir plutôt fait les choses pas mal, donc c'est de continuer comme ça, et puis surtout, évidemment, de rester en bonne santé. Je pense que c'est ce qu'on peut tous souhaiter à tout le monde. On reste aux aguets aussi pour les informations concernant cette flamme olympique. Et tout à fait. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci et on se retrouve peut-être bientôt pour d'autres actualités. Avec plaisir. Au revoir.